se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on file sur la map de la digue. On est à Lagardère, on va aller voir Pierre Besse et Nicole Besse, sa femme. Ça fait un petit moment qu'ils sont en AMAP. On vous expliquera tout ça par la suite. Vous me suivez? Bonjour Pierre. Ça va? Ça va. Alors c'est là que tu travailles? Ouais. Tranquille, à l'ombre quoi. Oui. L'essentiel se passe ici en fait. Oui. Tout en fait, pour moi, tout. Pierre, du coup, petite question simple pour commencer. Pourquoi l'AMAP? Pourquoi l'AMAP de la digue? Quel est un peu l'historique de cette AMAP? Bon, alors il y a deux choses. La MAP elle-même, sur la MAP, c'est un partenariat entre un groupe de producteurs et un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs agricoles. Donc cette MAP, nous on a commencé en 2006, 2007 ici. Alors que moi j'étais maraîcher depuis 15 ans auparavant. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est deux choses très différentes. Une, l'exploitation maraîchère, et Ouais. l'autre, la MAP. 15 ans de maraîchage, 15 ans d'AMAP quoi, Et grosso 15 ans, modo. 15 ans de maraîchage en vente directe sur le marché de plein vent, essentiellement, il y a un peu un magasin. 15 ans de mieux de maraîchage en vente en AMAP exclusive, on peut dire 100% AMAP. D'accord. Alors c'est quoi d'ailleurs une AMAP en fait? Alors une AMAP c'est un partenariat, je crois que c'est difficile à définir, un partenariat entre, donc, comme je disais tout à l'heure, un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs avec un contrat. Un contrat moral qui peut être écrit ou pas, mais et ce contrat, c'est de la part des consommateurs de s'adresser aux producteurs en disant bon, on a besoin de toi pour manger comme il faut, et on te garantit de t'acheter une partie ou la totalité de ta production selon des circonstances. Ouais. On s'abonne pour toute l'année, on paye en avance, on partage les risques avec toi. Si tu as besoin de tout donner, ça, tu sais qu'on est là. Les risques, c'est donc tout ce qui est ravageurs. Les risques, c'est les accidents climatiques, c'est les ravageurs quand on ne maîtrise pas, c'est un coup dur sanitaire, un coup dur réglementaire, c'est toutes sortes d'aléas avec quoi on doit vivre. D'accord. Avec tout ce terrain, on l'a acheté et c'était un terrain nu avec de l'herbe simplement. Donc on a commencé par la maison et par planter les premiers arbres, laisser pousser aussi beaucoup. Voilà, donc au bout de 20 ans, ça a complètement changé. Ouais. On arrive en même temps qu'on est arrivé ici, en 98, j'ai commencé à m'associer avec un copain. Mon objectif plus ou moins clair, c'était ces méthodes de permaculture, pas de travail de sol, et le moins de compromis avec l'industrie. Donc le moins d'intrants, le moins de machines, le moins d'énergie consommée, etc. Et donc on s'est retrouvés à jardiner tous les deux, parce que moi j'ai rien trouvé de mieux à faire finalement. Et on a monté ici, comme on connaissait très bien le principe et le fonctionnement, on a monté cette petite map sur place, c'est-à-dire livrer les paniers distribués tous les mardis soirs, sous le hangar, ici même. D'accord. Voilà, donc plus de véhicules, plus besoin de bouger d'ici, de livrer. Ouais, économie de carburant. Et puis des voisins qui deviennent vite des copains. Parce que grâce au principe de la permaculture, du coup, voilà, vous avez réduit surtout les coûts finalement et aussi l'effort physique. On a amélioré l'efficacité du travail. Ouais. Parce que les coûts, ça ne nous coûtait pas cher, on consommait très peu de toute façon. Ouais. Pas de plan. Ouais. Et maintenant, on fait des semences. Ah, on parfait. fait les 2/3 des semences qu'on consomme. Donc il nous reste du courant électrique, 400 € peut-être par an pour le pompage pour l'irrigation, parce qu'on arrose. Sans eau, c'est compliqué quand même. Je regarde par rapport aux résultats économiques des maraîchers bio, des rares données éparses qu'on peut avoir en France. C'est des systèmes beaucoup plus mécanisés, donc beaucoup plus risqués au niveau financier et beaucoup plus stressants au niveau de l'intensité et du travail et tout ça. On s'en sort plutôt bien. Ouais, parce qu'en plus tu ne dépends pas, des machines, de l'essence. Ah oui, non, mais après, si tu veux, s'il y a un problème à la station-service au niveau de l'essence, on s'en fout. Ouais. Bon, s'il n'y a plus d'électricité sur le réseau, ça devient compliqué. Il y a 2-3 petites choses. On a des panneaux solaires sur le toit, à la limite, on peut quand même pomper un peu en été. Bon. Du coup, cette AMAP alors, elle a l'air de bien fonctionner. Combien de familles vous arrivez à nourrir désormais? On fait 25 gros paniers de 26 € par semaine. Et comme ces paniers sont gros, ils sont presque tous partagés en 2, voire en 4. C'est majoritairement des gens du coin alors qui... disons presque tous dans un rayon de 10 km. D'accord. Et d'autres un peu plus loin, mais souvent ils s'organisent pour venir à tour de rôle une fois par mois pour ramener les paniers aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment être locavore pour le coup. Ah oui, on peut faire plus, c'est-à-dire aller chercher ses propres légumes dans son jardin ou chez son voisin immédiat. Ouais. Cette AMAP, elle est limitée pour l'instant alors du coup à une trentaine, quarantaine de personnes. 25 gros paniers, ça nous fait cette année 44 familles. Tu as fait de la formation, tu as formé d'autres maraîchers qui ont voulu se un peu comme dans d'autres métiers, certainement, c'est
comme ça, ça va solliciter. Ouais, Solliciter pour prendre les stagiaires et de temps en temps pour donner des formations ici et là. Bon, voilà, d'accord. évidemment. Ok, très bien. Bon, ben Pierre, on va regarder un petit peu Oui, comment c'est chez toi et comment tu travailles. C'est quoi le mulch du coup? Je vois, on n'est pas habitué à voir ce genre de jardin. Ça, c'est de la tonte de gazon que nous donne et nous livre gratuitement l'entrepreneur de Parc Jardin D'accord. du village. C'est super épais en fait. Ah ben, c'est-à-dire le jeu, c'est d'empêcher, c'est d'étouffer l'herbe dessous. Donc ici, en fait, pendant l'hiver, il n'y avait pas de culture. L'hiver, on a fait pousser un couvert de radis d'hiver, tu vois, qui est là. Du radis d'hiver, d'accord, Ouais. ok. Alors c'est un gros radis, quand il monte à graines, là, il était en train de monter à graines quand on l'a écrasé. D'accord. Ça monte à 2 mètres de hauteur. Ok, C'est ah oui. capable, si tu le cultives un peu isolément, qu'il a beaucoup de lumière, il te fait une racine de 2 ou 3 kg. Ok, ouais. Donc c'est un truc énorme. Tu vois, ça c'est silique en train de faire la graine. D'accord. Donc là on l'a arraché, écrasé avant qu'il fasse sa graine. C'était pas le but, c'était qu'il nous couvre la terre en hiver D'accord. pour diminuer la pression des mauvaises herbes qui sont là. Là tu as du chêne dent. Ah oui. Tu vois, et ici il y a Ouais, le ouais. rond qui est passé à travers là. Bon. Mais tu as diminué Alors- du coup tout ce qui est Alors du coup, adventice et il autres. y a un mois de ça, quand on a planté les courgettes, on a arraché les 2 rangs de radis qui étaient plantés de part et d'autre, parce que l'an dernier, il y avait eu les tomates. Là. D'accord. Bon, donc mi-octobre, mettons, on démonte le tutorage, on arrache les tomates qui sont finies, Ouais. et vite, on sème le couvert. D'accord. On sème ces radis. Donc là, on a arraché les radis, couché sur le côté, et planté les courgettes. Au bout de 15 jours, on a estimé qu'il y avait trop d'herbes, parce que le couvert était trop clair. Ouais. Parce que quand il est vraiment efficace ce couvert, il te laisse, à un moment, le jour où tu l'arraches, un sol parfaitement propre. Et donc le temps que les mauvaises herbes démarrent, ta culture a souvent pris assez d'avance pour qu'il n'y ait même pas besoin de mulcher. De l'autre côté ici, eh ben, même format, on a mis un rang de tomates qu'on conduit, on a posé tout à l'heure le tutorage, qu'on conduit sans taille en cage. Bon, ça c'est un mode de conduite comme il y en a plein d'autres. Hein, c'est pas... Alors, est-ce que tu peux me donner 2-3 avantages de cultiver avec le mulch comme ça Alors là, de toute façon, c'est un peu une condition à l'abandon du travail du sol. Bon, il faut, quand tu ne travailles pas ton sol, il pousse spontanément des tas de trucs, voilà, de l'ortie, du liseron, du gailleron, des géraniums, du laiteron, enfin toutes sortes d'herbes qui ne se mangent pas. Et que c'est pas ça que tu veux qu'ils poussent. Et donc normalement, tu vires cette végétation spontanée et à la place tu mets les légumes que tu veux, sauf que cette végétation spontanée, elle revient indéfiniment. Parce que tu as de la terre, tu as de la lumière, tu as de l'humidité, il faut que la nature y mette de la végétation, elle déteste que la terre reste nue, et donc elle y en met de la végétation. Toi, c'est pas celle que tu veux, donc tu te bats en permanence tu sélectionnes? contre ces plantes, et donc tu bêches et tu arraches les rhizomes du chêne dent, et puis quand ta culture a démarré, tu sarcles pour couper tout ce qui germe, pour couper tous les chardons qui dépassent, etc. Un couvert d'hiver, déjà, tu te retrouves au printemps avec quelque chose de parfaitement propre, ou de à moitié propre, mais c'est déjà pas si mal. Ouais. Et donc tu mets ta culture en place dans des conditions assez potentiellement correctes sans avoir besoin d'enlever cette végétation spontanée qui te gêne. Et donc du coup, pas de bêche et pas de charrue, donc tu économises une énergie énorme. En plus, tu peux maintenir un très haut niveau de fertilité sans apport. Ou avec peu d'apports, et des apports organiques faciles à Oui, cultiver comme ça. grâce à la décomposition, du coup. Et en même temps, c'est dans ces conditions que tu as les meilleures conditions, que tu as le meilleur équilibre au niveau sanitaire par rapport aux maladies des racines et des plantes, au moins. Et pour ce genre de technique que j'ai consacré ma carrière à ça, et maintenant que j'ai le sentiment d'y être arrivé, c'est un grand mot, hein, parce qu'on est toujours en train de pédaler, et puis si tu arrêtes le pédalage, tu es comme un vélo, hein, tu te casses la gueule. Mais aucun agriculteur, aucun jardinier ne l'imaginait de semer une graine sans avoir mis un bon de bêche ou de chargeur. La base. Tu vois, ni même de pouvoir maintenir une fertilité sans le fumier des animaux qui ont élevés. Si on doit faire un petit sarclage, on fera un sarclage, ça sera une culture très classique, travail superficiel de sol. Tu vois. Autrement, on peut très bien, si c'est une culture qui dure un peu plus longtemps, soit avant de la semer, soit juste quand elle a commencé à pousser, on pose le mulch et on se débarrasse de l'essentiel de la corvée des herbages comme ça. D'accord. Tu vois. Après, à côté, tu as des laitues qui ont été plantées en petite motte, tu as un petit bout de semis de haricots. Enfin là, c'est un petit carré un peu anarchique où il y a 10 cultures sur 10 mètres de long. Tu vois, mais bon, on fait peu de semis en place comme ça. Hein. Les maraîchers,
Ou alors c'est des, tu vois, les courgettes, les courgettes par exemple, et toutes les courges, les premières on les plante en pot parce qu'on les démarre au mois d'avril à l'abri pour les avoir de bonne heure pour la récolte précoce. Ouais. Et après toutes les autres pour la récolte arrière-saison, on les sème directement. On va remercier Pierre tout d'abord. Merci beaucoup Pierre. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. Et puis bonne continuation pour la suite. Ciao. Allez. Myself little heartless singing voice. My heart is living with rock music time. I don't forget your lovely welling up there.